Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 août à 21 heures en Europe centrale, au moment où mon cher ami et collègue allait rejoindre ses amis. Laisse tomber le dîner, c'est pas grave. Ce n'est pas grand-chose. Mais il est là. Je veux dire qu'il est là parce que nous voulons vraiment que vous, notre audience mondiale, compreniez que c'est très important. Vraiment très important. Il va vous l'expliquer dans un instant. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui parcourt le monde et travaille avec nous pour vous apporter ces informations. Pepe Escobar, je vous en prie. Avant cela, j'ai juste une demande de la part de notre audience mondiale qui grandit. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement, sur le bouton j'aime et aller sur Substack, sous le même nom, Transition Protocol. Devenez membre payant. Nous vous enverrons chaque semaine dans votre boîte mail ces informations exclusives, très exclusives, et désormais 2 fois par semaine. Allez-y, Pepe. Merci, Monsieur Zay. Merci à tous, à notre merveilleux public partout dans le monde. Et oui, c'est dimanche soir en Europe, au beau milieu de la nuit, dans certaines régions d'Asie du Sud, très très tard dans la nuit, en Asie de l'Est, mais il fait encore jour aux États-Unis. Et oui, nous avons quelque chose d'absolument exclusif. En réalité, ce sont des révélations explosives qui s'enchaînent. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des informations aussi explosives en matière de renseignement et de diplomatie à très hauts enjeux. Mais cette fois-ci, c'est le cas. Et cela devait évidemment arriver immédiatement, après le recul des États-Unis, face à ce qui aurait été une nouvelle attaque absolument dévastatrice contre l'Iran. Alors, bien sûr, à présent, vous connaissez tous la version américaine, surtout celle de la Maison-Blanche, sur toute cette affaire. Mais nous avons la véritable histoire. Et nous avons le véritable récit de l'un des principaux protagonistes de cette tragédie grecque, de ce drame grec, ou disons de cette comédie grecque à la manière d'Aristophane. À vous d'en juger. Donc l'information la plus importante, et gardez bien à l'esprit que c'est absolument exclusif, et que cela vient directement de l'un des acteurs majeurs. Nous avons donc le privilège d'avoir ces informations. Bien sûr, nous n'avons pas eu assez de temps pour tout recouper, surtout pour ce qui concerne la Russie, par exemple, de mon côté. Il est quasiment impossible de vérifier quelque chose quand il est 1 ou 2 heures du matin en Russie. C'est très très compliqué. Mais le point le plus important concerne la réaction iranienne au recul militaire des États-Unis et la manière dont cela a été interprété à Téhéran. Ce n'est pas interprété comme une ouverture vers la paix, parce que ce n'en était pas une. Et même la manière dont Trump l'a formulé dans son discours, sur son mode habituel de vocifération, ce n'est pas une offre, ni une ouverture vers la paix. Selon les dirigeants de Téhéran, et cela inclut les responsables politiques et militaires, c'est la confirmation que Washington est arrivé aux limites de son influence. C'est extrêmement important parce que, jusqu'ici, et surtout ces derniers jours, nous étions plongés dans une bataille d'influence des 2 côtés. Même si la Maison-Blanche de Trump n'avait pas beaucoup de cartes à jouer, voire aucune, les Iraniens l'ont toujours su, parce que ce sont eux qui ont les cartes et qui maîtrisent le calendrier. C'est ce que comprend quiconque étudie attentivement, de l'intérieur, la manière dont cette guerre, disons de substitution, à mi-chemin entre guerre et après-guerre, ou pour l'instant cette guerre hybride avec quelques épisodes ouverts, est en train d'évoluer. Donc, c'est très très important. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est entretenu aujourd'hui, ce dimanche, pendant près de 2 heures au téléphone avec le maréchal Asim Munir du Pakistan. Il lui a expliqué en détail la position iranienne après le recul américain. Il considère, et ce n'est pas seulement le ministre iranien des Affaires étrangères,
c'est l'ensemble des dirigeants iraniens, que ce recul est un aveu tacite du fait que, sur le terrain, les réalités s'accumulent de manière décisive contre les États-Unis. C'est quelque chose que nous tous, analystes indépendants, savions déjà depuis un bon moment, et nous en avons écrit et discuté dans nos articles et nos podcasts. Donc, les points les plus importants qu'Araghchi a imprimés dans l'esprit d'Asim Munir. Trois messages, en fait indirects, mais directs, à Washington. Parce qu'Araghchi sait que Munir transmettra ces informations, ou les a déjà transmises, bien sûr, à Washington. Téhéran ne cédera pas sur l'enchaînement des négociations. C'est ce sur quoi nous insistons ici, à The Cradle, ainsi que dans beaucoup d'autres podcasts auxquels nous participons et que nos amis animent. Soit vous respectez tout ce qui a été convenu, d'un commun accord, par les deux parties, dans le protocole d'accord signé par les deux présidents, soit c'est terminé. Il n'y aura plus de négociations ni de renégociations. Et soit dit en passant, c'est aussi la position chinoise. Which, by the way, is also the Chinese position. The Chinese have been saying over and over again, including via Wang Yi. Les Chinois n'ont cessé de le répéter, y compris par l'intermédiaire de Wang Yi. Il n'y a rien à renégocier. Le seul enjeu, c'est de revenir en arrière et de respecter les engagements définis dans le protocole d'accord. Deuxième point, Araghchi s'est adressé directement à Asim Munir. C'est probablement notre deuxième grande révélation. La grande révélation, c'est qu'ils ne voient pas cette désescalade comme une ouverture vers la paix. Ils y voient un signe de faiblesse. C'est la deuxième plus grande révélation de toutes. Une attaque contre les infrastructures énergétiques iraniennes, ce qui aurait pu se produire ce week-end, déclenchera une riposte de 10 contre 1, je répète, de 10 contre 1, contre les actifs énergétiques des partenaires du Golfe des États-Unis. Car jusqu'à hier, en fait, ou avant-hier, c'était 2 contre 1. Beaucoup d'entre nous l'ont rapporté. Si vous nous attaquez, nous vous asserons au double. Et chez les Yéménites, la stratégie d'Ansar Allah et des forces armées yéménites est aussi de 2 contre 1. Maintenant, Araghchi dit que si les installations électriques, les infrastructures énergétiques de l'Iran sont attaquées par les États-Unis, la réponse sera de 10 contre 1 dans tout le Golfe Persique et au-delà. C'est très très important. Et le troisième point, c'est que les dirigeants, et on peut parler du guide Mojtaba Khamenei, du Conseil suprême de sécurité nationale, des négociateurs avec les États-Unis, des personnes autour de la table, du Majlis, le Parlement, et de toute l'infrastructure gouvernementale au sommet, à Téhéran, sont absolument convaincus que Trump n'a aucune issue militaire ou politique viable, si ce n'est ce que les Iraniens présentent comme un retrait américain plus large d'Asie occidentale. Nous n'en sommes pas encore là. Nous y allons, parce que la réponse des Iraniens aux attaques américaines, jusqu'à présent, c'est 2 pour 1, ou peut-être, dans certains cas, 3 pour 1, ou 4 pour 1. Ils bombardent ces bases américaines encore et encore. Certaines sont maintenant complètement décimées et dévastées. L'objectif, exprimé dès le départ par les Iraniens, vers la fin février, début mars, aux premières étapes de la guerre, c'est d'expulser les États-Unis de leur empire de base en Asie occidentale. Donc, il y a aussi l'aspect chinois, très très important. Et cela a été reconfirmé par certaines de nos autres sources. Il s'agit de, je ne dirais pas d'une mise à niveau, mais plutôt d'un complément à tout ce que les Iraniens possèdent dans le cadre de l'architecture chinoise de navigation par satellite Beidou. Il y avait quelques éléments supplémentaires pour le système. Et tout cela a transité par le port de Gwadar, au Pakistan, qui fait partie du corridor économique Chine-Pakistan, le projet le plus important des nouvelles routes de la soie chinoise. Puis, cela a été acheminé par voie terrestre vers l'Iran, en gros, entre le 27 juillet et aujourd'hui, dimanche 2 août.
Cela veut donc dire qu'en matière de précision du ciblage par l'Iran, de résistance à la guerre électronique, de sécurité des communications, et ainsi de suite, l'Iran se trouve désormais à un tout autre niveau. Un niveau bien supérieur au niveau déjà très bon auquel il se trouvait il y a seulement quelques jours. Et bon, ça, même si on ne considère pas ça comme une bombe. D'accord. Très bien. Even if we don't consider this a bombshell, okay, all right. But let's consider bombshell number 3. And this one is Mais examinons la troisième bombe. Et celle-ci est absolument confirmée. Elle vient des gens qui restent autour de la table des négociations. Disons les choses ainsi. Devinez qui a passé un appel de 40 minutes à Arakchi, à Téhéran. Le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, en personne. MBZ a appelé Arakchi. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous envisageaient, disons, pour dans quelques mois, mais c'est arrivé ce week-end. Qu'a dit MBZ à Arakchi? En gros, il a dit qu'Abu Dhabi voulait établir une relation durable, à long terme, avec Téhéran. C'est absolument fou, parce que toute la posture des Émirats arabes unis avant la guerre, qui a commencé le 28 février, puis durant les premières phases de la guerre ou pendant la guerre de 40 jours, s'est tout simplement effondrée avec cet appel téléphonique venant de l'homme qui est le seul décideur aux Émirats arabes unis. C'est lui. Personne d'autre ne décide. Tout passe par MBZ. Donc le fond de ce que MBZ a discuté avec Arakchi a ensuite été transmis à Munir par Arakchi lui-même. Arakchi a dit à Munir, « Écoute, devine qui m'a appelé et devine ce qu'il proposait. » Donc maintenant, tout le monde est au courant. Tout le monde, au plus haut niveau, est au courant. Cela renforce donc le rôle du Pakistan comme une sorte de pont diplomatique et militaire entre l'Iran, les États-Unis et bien sûr le CCG. Et maintenant que les Émirats arabes unis font partie de ce groupe, ce qui n'était pas le cas avant cet appel téléphonique aujourd'hui, cela change complètement la donne. Cela nous montre à tous, et à vous tous, notre public, que pour la première fois depuis 6 mois, les Émirats arabes unis sont désormais, par l'intermédiaire de la seule personne qui décide de tout aux Émirats, car c'est un système extrêmement centralisé, prêt à trouver une forme d'arrangement avec l'Iran. Alors, quelle est l'interprétation générale de ces coups de théâtre successifs? C'est que l'Iran, et c'est fascinant, parce qu'ils ont plus ou moins annoncé ce qu'ils allaient faire. Et évidemment, dans les médias américains grand public, partout en Occident, dans l'axe atlantiste, otaniste et pro-Stan, presque personne ne les a crus. Et personne ne pensait qu'ils auraient les moyens de réussir cela. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils consolident et exercent leur propre levier maximal, précisément au moment où, disons, d'hier à aujourd'hui, de ce samedi au dimanche d'aujourd'hui, Washington et l'administration Trump n'ont plus d'option. Comme s'ils en avaient eu, à part bombarder l'Iran jusqu'à la mort une fois de plus, avec des conséquences absolument dévastatrices. Ces conséquences ont été clairement énoncées non seulement par l'Iran, mais aussi par certains membres du CCG, y compris MBS en personne, disant à Trump « Ne faites rien, reculez, parce que nous n'allons pas payer le prix de votre dernière aventure. » Cela signifie que l'administration Trump est à bout de souffle. Le CCG en a assez. Ils veulent une porte de sortie qui ne les implique pas dans cette escalade américaine, avec une contre-escalade iranienne de 10 contre 1. Ils veulent donc une forme d'arrangement diplomatique, même si cela prend des mois. Mais au moins, cela signifierait en pratique un retour au mémorandum d'accord. Et bien sûr, la seule chose qui empêche un retour à ce mémorandum d'accord, c'est le président des États-Unis lui-même. Donc, ce qui est très très important, quand on observe l'enchaînement de ces coups de tonnerre iraniens, c'est de voir à quel point les dirigeants à Téhéran ont toujours été logiques, et méticuleusement logiques depuis le début, dans leur manière d'agir, tout en maintenant une certaine ambiguïté stratégique, mais sans trop en faire,
et en faisant avancer stratégiquement leur programme. Ils sont donc arrivés à plusieurs conclusions très importantes, et à juste titre. Et ce n'était pas ce week-end. C'est quelque chose qui dure depuis quelques semaines maintenant. Les États-Unis, surtout l'administration Trump, pas les États-Unis dans leur ensemble, bien sûr l'économie américaine aussi, mais surtout l'administration Trump, absorbent des pertes qu'ils ne peuvent pas supporter durablement. Pas indéfiniment. Ils ne peuvent plus supporter ces pertes parce que les voyants rouges s'allument partout. Et il ne s'agit pas seulement de l'épuisement de la réserve stratégique de pétrole. N'oubliez pas que nous sommes au début du mois d'août et que l'échéance est à la mi-août. Il nous reste donc moins de 2 semaines avant l'épuisement. Les signaux d'alerte sont partout. Ils ont correctement calculé que leur stratégie de négociation et leur séquençage restent intacts. Et ils n'ont eu besoin de rien retoucher ni modifier. Ce qu'ils exigent, c'est ce qu'ils ont toujours exigé. Le respect de leur position et, essentiellement, le suivi de la série d'étapes décrites dans le protocole d'accord afin d'atteindre le Graal, c'est-à-dire une voie vers un accord après le protocole d'accord. Le rôle du Pakistan est donc de retour. Il est important parce que le Pakistan est une fois encore le pont entre l'Iran, les États-Unis et le CCG. Et cet appel téléphonique d'Araghchi à Asim Munir a remis l'ensemble sur les rails. Araghchi devait dire tout cela à Munir, parce qu'il savait que Munir dirait immédiatement aux Américains « Écoutez, c'est ça. Les gars, soit vous revenez à la table des négociations, soit c'est fini. Il n'y a même pas de possibilité de sortie de crise. C'est la seule porte de sortie qui existe. Et il n'y en aura pas d'autre. » Autre point très important. Les Iraniens ont correctement calculé que tôt ou tard, les États du Golfe, qui sont absolument paranoïaques, craintifs et en position de vassaux, verraient le vent tourner. Cela les forcerait à trouver une forme d'accommodement avec l'Iran. Et bien sûr, la clé de l'une des principales bombes à retardement, c'est le facteur de 10 contre 1. Si Trump et l'administration Trump. Finalement, d'accord, cela ne s'est pas produit ce week-end. Mais cette option reste sur la table. Cela pourrait arriver à tout moment. N'oubliez pas que nous sommes confrontés à une volatilité maximale à Washington, comme en Asie occidentale. S'il frappe, le coup sera absolument insupportable pour tous les partenaires américains des États-Unis à travers l'Asie occidentale, et pas seulement dans le CCG et le Golfe Persique. Cela concerne tout le monde, et surtout, parmi tous ces pays, la Jordanie. Donc c'est essentiellement, je dirais, le résumé de ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui dans les communications entre l'Iran et le Pakistan. Oui, c'est une série de révélations explosives, parce que l'Iran, dans son ensemble, de façon cohérente, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan politique, et pour les 2 dimensions liées aux décisions du guide, Mostafa Khamenei, ils résonnent comme un bloc. Ils ont une pensée cohérente. Il y a une convergence de vues entre tous. Et tout ce qu'ils voient venir de l'Occident, ils l'interprètent ainsi. Oui, notre stratégie fonctionne. Cela tend donc à renforcer leur stratégie, qui consiste à faire preuve de retenue jusqu'à un certain point. Mais ensuite, lorsque nous réagissons, cela doit être dévastateur. Et nous devons faire comprendre aux Américains que les coûts que nous leur imposons aujourd'hui, jour après jour, deviennent pour eux absolument insupportables. Y a-t-il donc un facteur caché, un facteur lié au brouillard de la guerre, qui obligerait les Iraniens à changer de stratégie? Absolument pas. Absolument pas. C'est très impressionnant que, par exemple, au vu de ce que les Chinois leur ont proposé et des améliorations qu'ils leur ont apportées, ils leur aient simplement réaffirmé
que leur stratégie était la bonne. Donc vous savez, s'il y a une riposte de l'Iran à une éventuelle attaque américaine, c'est toujours sur la table, bien sûr. Leurs missiles ont une précision très élevée. C'est dévastateur, en fait. Ils ne sont pas vulnérables au brouillage des signaux, parce que bien sûr, ils utilisent le système russe Murmansk et le système chinois Beidou. Leurs opérations de drones sont donc encore plus meurtrières qu'elles ne l'étaient jusqu'à récemment. L'acquisition de cibles, n'importe quelle cible, pour eux, dans toute l'Asie occidentale et au-delà, est très, très facile. Cela signifie donc que les structures de commandement iraniennes sont pratiquement imperméables aux attaques électroniques américaines. C'est donc, vous savez, une intégration des forces. Je préfère ne pas commenter l'aspect russe, parce que je n'ai pas eu le temps de le confirmer avec la Russie. Et même si je l'avais fait, c'est quelque chose que le ministre de la Défense à Moscou n'admettra jamais publiquement concernant ce qu'ils fournissent à l'Iran. Alors, voyons si nous pouvons aller au fond des choses. Donnez-moi une seconde. Oui, c'est très intéressant, la manière dont certains de nos sources du renseignement l'ont formulé. Voilà comment l'Iran voit la situation difficile de Trump. En l'état actuel des choses, et je cite, « Il n'a aucune porte de sortie. » Et oui, tout le monde le sait, même dans les cercles du pouvoir à Washington, même à Washington, D.C., il n'a aucune porte de sortie. La seule issue possible serait peut-être un retour au protocole d'accord. Et bien sûr, une discussion sur les conditions dans lesquelles les Américains reviendraient à ce protocole. D'une manière qui ne fasse pas dire immédiatement aux Iraniens « Non, ils bluffent encore. Non, on ne peut pas leur faire confiance. » Évidemment, le niveau de confiance entre les deux parties est inférieur à 0. Le fait est que les Iraniens, en regardant l'échiquier, le champ de bataille militaire, l'escalade des représailles et la reconfiguration politique de la guerre, qui évolue de jour en jour, lorsqu'ils ont fait le bilan sur tous les points essentiels, leur conclusion est plus qu'évidente. Et elle l'est pour quiconque suit cette guerre, même depuis avant le 28 février. Aucun des objectifs américains n'a été atteint. Parmi eux, la destruction de la capacité militaire de l'Iran. Or aujourd'hui, la capacité militaire iranienne est encore plus forte qu'elle ne l'était il y a presque 6 mois. Le changement de régime, l'effondrement de l'État iranien. Regime change, collapse of the Iranian state. The Iranian state today under Moshtaba and the Moshtaba era. L'État iranien d'aujourd'hui, sous Moshtaba, et l'ère Moshtaba n'a commencé qu'il y a quelques jours, après les funérailles de son père, l'ayatollah Khamenei, ne s'est pas effondré. Au contraire, il est bien plus fort qu'au début de la guerre. La réouverture forcée du détroit d'Ormuz aux conditions américaines non seulement n'a pas eu lieu, mais elle n'aura jamais lieu. Et voilà comment les Iraniens le voient, comment la structure du pouvoir iranien le voit. C'est ainsi. Le détroit d'Ormuz sera toujours géré par l'Iran, et il existe différentes modalités pour cela. Ils sont prêts à discuter avec Oman de ces différentes modalités, mais c'est tout. Le rétablissement d'une domination régionale américaine incontestée? Au contraire, ils sont évincés de leur base dans le Golfe Persique, dans le CCG, dans l'ensemble de l'Asie occidentale, jusqu'à des endroits comme la Jordanie, qui se trouvent hors d'Asie occidentale. Et l'un des points les plus importants qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une histoire que je suis depuis près de 2 décennies. En fait, c'est l'intégration plus profonde de l'Iran avec la Chine et la Russie. Au contraire, l'Iran, la Chine et la Russie sont aujourd'hui encore plus intégrés qu'ils ne l'étaient il y a 6 mois. Cela se voit dans l'imbrication de leurs partenariats stratégiques, dans les rencontres mutuelles entre les principaux dirigeants de ces 3 États-civilisations, des présidents à leurs ministres des Affaires étrangères. Et bien sûr, tous les 3 connaissent le cadre général de cette guerre. Ils savent,
ils comprennent parfaitement de quoi il s'agit. C'est une guerre contre eux trois. C'est une guerre contre l'Iran. This is a war against the three of them. This is a war against Iran. This is a war for oil, for control of oil checkpoints. C'est une guerre pour le pétrole, pour le contrôle des points de contrôle pétroliers. Une guerre pour préserver le pétrodollar. Une guerre contre le pétro-yuan. Une guerre contre des nations souveraines capables de faire du commerce énergétique en contournant le dollar américain. C'est parfaitement clair à Téhéran, à Pékin et à Moscou. Et quand nous parlons à certains des meilleurs analystes d'Iran, de Russie et de Chine, c'est limpide pour tout le monde. Et nous voyons devant nous l'incapacité totale de l'empire du chaos et de la piraterie, bien sûr, à imposer sa stratégie de division pour régner contre ces trois prétendues menaces stratégiques pour les États-Unis. C'est un échec total. Alors, qu'est-ce que cela nous dit sur ce qui pourrait se passer ensuite? Encore une fois, il n'y a qu'une seule porte de sortie. Once again, there's only one off-ramp in town. It's the MOU. If C'est le protocole d'accord. Si les Américains décident d'y revenir, et si les Iraniens disent « D'accord, on va leur donner une nouvelle chance », ça fait beaucoup de « si » empilés les uns sur les autres. Voilà comment ça va se passer. Premièrement, des discussions sur le détroit d'Ormuz. Deuxièmement, suivez l'argent, les sanctions et les fonds gelés. Montrez-nous l'argent. Montrez-nous notre argent. Et arrêtez avec les sanctions. Ce n'est qu'à la fin, lors de la troisième étape. Et c'est ce que les Iraniens répètent sans cesse depuis des mois, qu'il y aura de nouvelles négociations sur le nucléaire. Donc, Monsieur Z, c'est plus ou moins le résumé de ce à quoi j'ai dû faire face il y a seulement quelques minutes. J'espère l'avoir correctement décodé, même si nous n'avons pas pu en confirmer certains éléments, mais nous avons pu en confirmer la plupart, compte tenu de ce dont nous avons discuté avec nos amis iraniens. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter, des précisions, je vous en prie, vous avez la parole. Eh bien, merci. Merci, Pep. Oui, vous avez tout très très bien dit. Je soutiens totalement tout ce que vous avez dit. Et cela est étayé par les renseignements que nous avons l'immense honneur et le privilège de recevoir. Pour notre public mondial, j'aimerais ajouter que, bien sûr, il existe parfois une différence qualitative dans les renseignements que nous obtenons. Et nous avons suffisamment d'expérience pour le reconnaître. Et ces renseignements que nous avons reçus, que Pepe vient de vous communiquer, étaient qualitativement d'une catégorie nettement supérieure à tout ce que nous vous avons fourni auparavant. Peut-être, une ou deux fois, nous avons déjà fourni quelque chose de ce calibre. Mais nous ne pouvons pas en dire davantage, si ce n'est que c'est catégoriquement d'une catégorie supérieure, d'une catégorie bien supérieure, et que nous pensons donc que cela revêt une plus grande importance. Alors Pepe, vous l'avez magnifiquement décrit. J'aimerais ajouter quelques points que vous n'avez pas abordés aussi en détail. On m'a indiqué qu'ils étaient importants dans le calcul de l'Iran. L'un d'eux, c'est que la capacité de l'Iran à voir le champ de bataille est aujourd'hui bien supérieure à ce qu'elle était il y a seulement 2 jours. Je veux dire, littéralement, il y a 2 jours, il y a eu une amélioration qualitative à ce niveau-là. Nous en avons parlé sur Transition Protocol. Un grand nombre de munitions de haute qualité ont transité par Gwadar, un port pakistanais en eau profonde, puis ont été acheminées par voie terrestre vers l'Iran. Des techniciens pakistanais, des techniciens militaires très qualifiés ont été envoyés pour aider à l'intégration. Et cette intégration a eu lieu il y a seulement quelques heures, peut-être il y a 10 heures. La capacité de l'Iran s'est donc considérablement améliorée. Cela lui donne davantage confiance dans sa capacité à voir le champ de bataille et à le frapper avec une grande précision. Donc cela ne le concerne pas du tout. Un autre point dont vous n'avez pas parlé, mais qui m'a été expliqué et que je considère comme important, l'Iran a fait savoir à M. Trump, par l'intermédiaire d'Oussama Ben Laden, qu'il tient prêt à intervenir, un essaim de petites embarcations. Ce sont de petits navires militaires extrêmement meurtriers
au nombre de 2000, avec des équipages de 2 hommes, prêts à être déployés si les États-Unis devaient intensifier l'escalade. Je veux dire, en plus d'une escalade de 10 contre 1. Donc selon notre évaluation, fondée sur ce que nous avons entendu, et cela vient encore une fois de quelqu'un qui est à la table des négociations, ce sont ses propres mots que nous vous rapportons avec son autorisation. C'est le début de la fin. Nous ne savons pas combien de temps cette fin va durer, mais selon l'homme qui sait, il n'y a aucune échappatoire pour M. Trump. Il est piégé et il n'a qu'une seule issue. C'est tout ce que j'ai ajouté. D'accord. D'accord. Pour résumer, l'idée que cela pourrait être le début de la fin reste ouverte. On ne peut pas affirmer avec certitude que c'est le début de la fin. En revanche, sur la base de ces dernières informations et de ces révélations en série, on peut affirmer que ce sont des éléments qui changent la donne. Et comment? Un président des États-Unis totalement acculé, confronté à de nombreuses lignes rouges à venir, notamment celle de l'épuisement de la réserve stratégique de pétrole, dans moins de 2 semaines, des pressions internes, une guerre extrêmement impopulaire dans l'ensemble des États-Unis, toutes sortes de pressions, sans parler de ce qui se passe dans son esprit, qui est, waouh, un trou noir à lui tout seul. Comment va-t-il réagir au fait qu'il n'a plus aucune option, à part celle qui était à sa disposition tout au long de ces dernières semaines, et qu'il a signé? Revenir au protocole d'accord, aux engagements diplomatiques des deux côtés, et à leur mise en œuvre par les deux parties. Ce sera la voie vers un éventuel accord à l'avenir, à condition que les Iraniens lui fassent suffisamment confiance pour s'engager dans des négociations en vue d'un possible accord. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Et même sa dernière carte désespérée, qui consistait à lancer un bombardement façon porte de l'enfer, ses propres alliés, enfin, ses vassaux en Asie occidentale, l'ont contacté en urgence pour lui dire « Non, vous ne pouvez pas faire ça, parce que nous n'allons pas nous impliquer et payer le prix de vos folies. » Encore une fois, c'est un élément de plus qui montre à quel point il est acculé. Comment tout cela va se résoudre, concrètement, Monsieur Z, et vous tous qui nous écoutez, personne ne le sait. Au moins, nous avons une position claire de l'Iran dont il ne s'écartera pas. Nous avons la position des médiateurs, qui font tout leur possible pour tenter de ramener les Américains à la table des négociations de manière crédible, pas comme dans une production hollywoodienne. Nous avons les alliés régionaux sur place, qui en ont absolument assez de tout cela, et qui sont absolument terrorisés par le prix qu'ils auraient à payer s'il y avait une nouvelle offensive militaire. Et puis, bien sûr, il y a la consolidation, c'est le dernier point dont je vous parlais tous, de ce qui est l'enjeu géopolitique majeur. La consolidation de ce partenariat diplomatique, géoéconomique, géopolitique et militaire étroitement imbriqué entre la Russie, l'Iran et la Chine. L'administration Trump n'a absolument rien de l'autre côté pour y faire contrepoids. Donc vous savez, ce n'est peut-être pas le début de la fin, c'est peut-être la fin du début. Et peut-être le début du début d'une tentative du président des États-Unis de comprendre la guerre qu'il a lancée, en termes réalistes, en termes de réel politique. Y a-t-il le moindre élément qui indique qu'il en serait capable? Non. Mais l'espoir fait vivre. Eh bien, merci beaucoup, Pepe. Merci beaucoup à notre audience mondiale. Nous vous apportons tout cela pour que vous ayez une longueur d'avance sur l'actualité, sur ce que les médias traditionnels ne vous diront jamais, et sur une grande partie des médias indépendants. Nous avons le privilège, l'honneur, d'avoir accès à des informations que nous estimons vitales pour vous. Si vous appréciez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Cliquez sur le bouton « J'aime »
Et rendez-vous sur notre Substack, Transition Protocole. Nous ne vous proposerons pas cela 2 fois par semaine, ni 1 fois par semaine, car la réponse a été extrêmement positive. Nous vous le proposerons 2 fois par semaine. Et dans quelques heures, notre autre collègue, cher ami Larry Johnson, sera ici pour vous apporter un angle militaire sur tout cela. Et nous vous retrouverons lundi, mardi, mercredi, comme toujours. Alors merci beaucoup. Au revoir, Pep, à toi. Merci, Monsieur Zer. Merci à tous. Et oui, suivez-nous lundi, mardi et mercredi. Nous allons continuer à dérouler cette série de révélations explosives. Oui, souvenez-vous de Frank Zappa. La torture ne s'arrête jamais. Et c'est exactement ça. On nous torture encore et encore, volontairement. Merci à tous. À bientôt. Salut.